On vous retrouve, nos chers invités, pour la suite. Et la suite, c'est la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale de ce pays a destitué mercredi soir le ministre de l'économie, Justin Kalumba, à qui on reproche son incompétence face à la hausse des prix. 277 des 366 députés présents ont opté pour sa destitution, alors que seuls 119 ont voté contre et 12 se sont abstenus. Alors, Louis Kabako, ce qu'on reproche au ministre, c'est l'incompétence. On dit qu'il est incompétent. Incompétent face à la hausse des prix. Oui. Ça veut dire que il y a également le sujet de la vie chère qui se pose également là-bas. Mais je ne veux pas le prendre sous cet angle-là. Je vais juste, je vais rester correct et objectif en fait. Le ministre en fait, il fait partie d'un gouvernement. Ça veut dire qu'il ne décide pas. C'est pas à lui de décider de la hausse des prix sur le marché. Si aujourd'hui ça ne marche pas, il faut plutôt chercher le coupable au sommet de l'État. Parce que habituellement dans nos constitutions, avant d'être ministre, il y a le Premier ministre qui propose et c'est le président de la République qui nomme. Ça veut dire que quelque part, s'il y a quelque chose qui ne va pas, la responsabilité doit être imputée à quelqu'un. Ce n'est pas le ministre. Mais c'est pour ça que je trouve un peu la démarche un peu curieuse de la part des députés. C'est vrai qu'ils peuvent l'interpeller. C'est ce qui se fait dans les pays normaux, les pays démocratiques. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un secteur, le ministre de tutelle est souvent interpellé. Voilà, il répond devant les élus. Donc c'est ce qui a été fait, mais aller jusqu'à le destituer, je crois que c'est ce qui est un peu, à mon avis, trop osé de leur côté, parce que là, je pense qu'ils n'ont pas résolu le problème là où ils devaient le résoudre. Peut-être demander des comptes en fait au gouvernement entier, parce que le ministre de la Soie ne se lève pas et décide de la hausse des prix. Vous allez constater ou bien vous allez juste regarder en fait ce qui se fait chez nous ici au Togo. La dernière fois où il y a eu augmentation des prix de produits pétroliers, le communiqué qui était diffusé était signé par le ministre en charge des transports, le ministre de la Sécurité et le ministre de l'Économie. Ça veut dire qu'une seule personne ne se lève pas pour dire c'est à moi de décider. Il fait partie d'une équipe et qu'à chaque fois que des décisions de telle envergure doivent être prises, il y a souvent l'onction de quelqu'un. Donc, bon, peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de... est en train de payer quelque chose. Oui, il est en train de payer pour peut-être la mauvaise gouvernance de Tshisekedi aujourd'hui. Mais Karan Luciel, je peux peut-être dire que ces députés-là ont jeté le pavé dans la main pour voir le nombre de poissons que ça pourrait faire bousculer. Il était visé par une motion de défiance signée par 70 députés nationaux qui l'accusaient déjà d'incompétence. Alors Chris Ega, quand on se réfère au raisonnement de Louis Kabako tout à l'heure, on peut aussi dire que dans un pays, la RDC, où tout va vite, on a vu des proches du président Félix Antoine Tshisekedi qui sont tombés un seul matin. Est-ce que c'est un coup politique ou bien il est en train de payer le coût de la vie chère, comme lui l'a dit tout à l'heure? Je souscris fondamentalement à son développement, à son raisonnement, parce que vous savez, c'est ce à quoi j'ai pensé aussi. Parce que lorsque un ministre est éjecté, parce qu'on lui fait porter un fardeau et qui en principe concerne tout le gouvernement, et le portefeuille économique du ministère de l'économie n'est pas un portefeuille banal. Il faut qu'on le dise, parce que lorsque vous travaillez dans une équipe et on vient à dire que le travail que vous avez fait est mauvais, normalement on s'en reporte à celui qui dirige cette équipe-là. Je crois qu'au Premier ministre, et qu'au Premier ministre qui doit discuter avec le président, je crois que celui-là, ce ministre-là n'est pas arrivé à ce poste-là par hasard. Comme Kamako l'a dit, il a été proposé et je crois qu'il a ensuite eu l'onction du chef de l'État. On se demande même si ce n'est pas une proposition du chef de l'État, parce que vous savez, l'exécutif est composé de deux têtes. Il y a le gouvernement que coiffe le président. Parce que tout cela, c'est l'équipe-là qui constitue l'exécutif.
ceux qui exécutent une décision. Or, les décisions qui sont exécutées ne sont pas prises par les ministres. Vous savez, ici au Togo, au moins on le sait que chaque fois qu'un ministre intervient sur tel dossier publiquement, généralement c'est le nom du président qui est évoqué. Ça voudra dire que le ministre ne peut pas poser ces actes-là, surtout des actes aussi sensibles que ceux relevant de l'économie et ne pas se référer à la tête de l'exécutif. Donc ce qui est fait, c'est une comédie et j'irai même alors plus loin que ce que mon frère Kamako a dit pour dire que c'est des menées cabalistiques qui visent ce ministre-là parce qu'on veut le sortir. On y va devant l'Assemblée peut lui reprocher des trucs comme ça se fait ordinairement, là aussi, ça aussi il l'a dit, et alors fait des reproches. C'est-à-dire, l'Assemblée écoute et porte des jugements, mais l'Assemblée ne peut pas ordonner l'éjection d'un ministre qui fait partie d'une équipe qui est en fonction et qui reste encore en fonction. Moi, ce que je lis derrière le rideau, c'est qu'on lui fait la peau, sans doute, parce que d'abord, il faut signaler qu'il n'est pas un proche du président. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces parties-là de la nébuleuse qui ont été pêchées récemment pour constituer rapidement une majorité qui soutienne le président. Donc on peut faire la fête à tel ministre parce qu'on veut le remplacer par tel. C'est un milieu très dynamique, un milieu qui change parce que justement nous tendons vers les élections et déjà c'est un combat de positionnement qu'on est en train de mener. Et si le chef le président Tshisekedi ne veut pas être devant cette cabale-là, donc il dit que c'est l'Assemblée qui a décidé. Donc c'est à l'Assemblée que cela s'est décidé que lui, en principe, politique utilisé. Voilà, donc il va dire que lui n'est pas concerné, je laisse faire l'Assemblée, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui a constaté, ce n'est pas le président, ce n'est pas le Premier ministre, mais on sait que c'est un coup hautement politique et que Tshisekedi, moi je n'ai pas froid aux yeux pour le dire, ça là c'est des manœuvres du président Tshisekedi qui veut remplacer tel pour faire plaisir à tel, parce que c'est un ensemble hétéroclite très difficile à gérer et quand ça arrive comme ça, il faut qu'on le dise clairement, c'est un coup politique, cela n'a rien à voir avec la vie chère, cela n'a rien à voir avec ce qui se passe sur les marchés. Maintenant, on dit il faut que du coup, après cette éjection-là, le Premier ministre intervient pour dire qu'il va prendre le dossier de la vie chère en main. Il pouvait le faire avant, ça veut dire qu'il a au moins l'opportunité de le faire. Et si le ministre de l'économie le faisait, c'est quand même sous sa direction. À la sortie, il intervient pour dire que il va prendre ce dossier-là en main. Il aurait pu le faire avant. Voilà. Madame Noviekou, comment on peut comprendre que ce n'est pas le Premier ministre Jean-Michel Sana, le Condé, qui aussi pèse là, ou bien tout un ensemble d'éléments du gouvernement, mais c'est le ministre des Finances qui paie directement la vie chère en RDC. Oui, c'est dommage, hein, parce que, comme Chris vient de le dire, moi je suis étonnée de voir que le Premier ministre dit va justement régler le problème, mais pourquoi ne l'avons pas fait avant? Et quand on est une équipe, on travaille de façon solidaire. C'est-à-dire que, et puis je me dis, s'ils étaient des bons leaders, ils allaient appuyer leurs collègues et puis voilà, c'est réglé. Ça pose un problème. Maintenant, la personne concernée même dit, selon les écrits que nous avons trouvés ici et là, qu'en réalité, que pour lui, c'est un coup qui a été mené. Un coup politique. Oui, mais en même temps, parce qu'il y a des acteurs économiques qui sont derrière, parce que, pour la petite histoire, apparemment, il devait gérer un dossier d'achat des poissons de la Namibie, de 20 millions de dollars, et on lui reproche qu'il n'a pas bien géré, mais en même temps, il lui dit non, mais c'est les gens qui sont derrière, ils veulent avoir le marché. Et donc, des fois, dans l'analyse de conflit, il faut être vraiment assez, je dirais, prudent pour savoir est-ce que tout ce qu'on nous dit est vrai. Et donc, aller chercher les vraies causes. Parce que pour l'instant, là, bon, de 30 à 31, on n'a que 24 heures pour analyser, c'est pas toujours évident, mais ça saute aux yeux que ce n'est pas en fait ce qu'on nous dit qui est la vraie raison. Parce que si le Premier ministre pouvait gérer la situation, ils ont écouté la personne, et là, ils font des suggestions. Et puis, ce qui est encore paradoxal, le monsieur, en fait, il a travaillé dans ce même ministère comme conseiller du marché de la régulation de l'économie, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça et qui ne maîtrise pas le domaine.
Et donc, ça pose un problème de... C'est clair que c'est un coût. C'est clair que, à un moment donné, les intérêts sont en jeu. Ouais. Et donc, on veut, je dirais, faire passer peut-être d'autres personnes, mais ils ont trouvé la formule là pour le faire. Mais ce n'est pas à mon avis, fair play, en fait. C'est pas fair play. C'est trop brutal. Ouais. Et c'est un peu méchant. Ouais, c'est surtout méchant. Ouais. On peut partager une partie de l'analyse de Chris Sega quand il dit que les élections, c'est pour bientôt. Et on arrive à faire des positionnements, surtout le président Félix Antoine Tshisekedi, parce que ce ministère aussi, Louis Kamako, c'est un ministère clé. Oui, mais ça, on ne peut pas tirer cette conclusion tout de suite. C'est-à-dire que la situation vient de naître, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dès qu'une affaire surgit, plus les jours passent, plus on en sait un peu plus. Donc nous allons attendre dans les jours à venir pour pouvoir tirer des conclusions du genre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je crois que là, nous tous, nous sommes d'accord sur ce plateau. On a dit qu'aujourd'hui, si on est en train de porter ce chapeau-là à ce ministre, c'est juste parce qu'on veut nous croire qu'il est responsable devant la pauvreté du peuple congolais. Vous savez, la RD Congo, c'est un pays immensément riche avec son sous-sol. Le pétrole sol qui contribue à 80% des recettes de l'État, mais malheureusement, près de 50% de la population vit encore au-dessus du seuil de la pauvreté. Donc l'accès à l'eau, à l'éducation, les transports, tout cela n'ont jamais été en fait quelque chose de conséquent, n'ont jamais été appréciés par la population. Ça veut dire que le problème ça date et que ça ne... ça dit que c'est pas récent et que le ministre de l'économie n'a rien à voir avec tout ça. Donc aujourd'hui, on se demande si dans un pays africain, si les députés ont de telles prérogatives. C'est vrai que dans un pays démocratique, les députés peuvent députer parce qu'ils sont les élus du peuple. Mais si au Congo on a pu oser ça, ça veut dire que le Congo est allé dans une étape, en fait, est allé trop fond, est allé trop loin en fait dans son processus de démocratisation. Mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on la suit, c'est un bouc émissaire. On dit souvent celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Le président Tshisekedi, là, et on peut le dire tout de suite, c'est peut-être caché derrière le Parlement pour dire mais foutez-moi ce gars dehors. Et c'est là où je te rejoins peut-être à ta question pour voir si est-ce que le ministre peut être un danger pour le président aux prochaines législatives, à la prochaine présidentielle. Pas forcément en tant que candidat. Oui, en tant que candidat. Elle a évoqué tout à l'heure les milieux économiques. Qui sont parfois les faiseurs de président. Voilà, et donc c'est lui qui gère le trésor du pays, c'est lui qui gère le trésor de l'État. Il sait en fait de quoi il s'agit. Donc c'est un candidat, potentiel candidat, c'est un potentiel gagnant pour Tshisekedi aujourd'hui. Donc il va falloir à tout prix commencer par lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'il ne parvienne pas à ses fins. Alors Jean-Marie Kalumba est incapable, il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Son incapacité à baisser les prix des denrées de première nécessité n'est plus à démontrer. Il faut le déchoir pour redorer l'image de l'Assemblée nationale de notre pays, a déclaré lors de la plénière Crespin Mbendulé qui a porté l'initiative parlementaire. Alors, si c'est un député, c'est lui surtout qui était devant Crespin Mbendulé et qui a porté l'initiative là à l'Assemblée nationale. On sait qu'il a derrière lui un certain nombre de parlementaires de toute façon. Et puis, madame a dit quelque chose tout à l'heure qu'il ne faut pas passer trop vite sous silence. C'est la notion de solidarité qui, en principe, doit marquer l'action du gouvernement. Lorsque vous n'êtes pas solidaire avec votre collègue, alors que vous faites tout le temps les conseils des ministres, les décisions qui sont prises sont étudiées en conseil des ministres, en présence même du président, et que vous sortez finalement pour doiter, pour vouer quelqu'un à l'hégémonie parce qu'il serait le seul coupable. C'est qu'en principe, ça fait une faiblesse de tout le corps. Parce que ce n'est pas seulement celui-là que vous doitez, que vous traitez de coupable. Comme on l'avait dit avant, qu'il faut chercher aussi les responsabilités. Vous comprenez? Donc celui-là qui vient faire son cinéma, là, je l'appelle ainsi que c'est de la comédie. Parce qu'en politique, tout à l'heure, Kamako dit qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais je crois que la tâche, parfois, pour les analystes, c'est d'oser
c'est doser les perspectives. C'est aussi de faire l'analyse prospective. C'est-à-dire là où personne n'ose s'aventurer. Celui qui veut faire analyser ce genre de situation-là, il doit s'aider d'outils qui lui permettent de faire de la projection, de voir un peu plus loin que le citoyen ordinaire. Sinon, à quoi servirait quelqu'un qui voudrait analyser des faits aussi complexes que les faits politiques? Je vous rappelle que récemment, aux États-Unis, on nous a révélé qu'il y a un analyste qui avait déjà prédit cette sortie guerrière de Poutine à la date indiquée. Comment il a fait? Il a bien expliqué. C'est avec des outils géopolitiques. Il s'est aidé seulement de certaines analyses, de certains faits. Il a lu entre les lignes. Donc je crois que tout à l'heure, lorsque nous parlons du fait que Tshisekedi se cacherait derrière ce manège-là, à mon sens, c'est normal, en ce sens que nous approchons les élections. Tshisekedi veut être blanc et Tshisekedi veut surtout faire porter le chapeau de la déliquescence économique à quelqu'un et à qui en préférence, c'est au ministre de l'économie, puisque c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Mais qui a fait le choix de ce monsieur? Si ce n'est pas lui qui a fait le choix, qui lui a donné l'onction? Je ne crois pas qu'on lui ait imposé et ce ministre-là, et que ce soit, comment vous appelez, Crespin, et qui vient révéler ce que le président n'a pas pu voir, ce que le premier ministre n'a pas pu voir. Et on dit que c'est un député qui vient le dire. Ça voudra dire que le député là est en train de révéler l'état d'un gouvernement, d'un exécutif qui n'a rien prévu. Et c'est encore plus grave que celui qui a commis ce ministre n'ait pas pu voir le mal arriver et qu'il laisse le soin à quelqu'un d'autre de le dire. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en principe, un président, un ministre ne peut pas être un citoyen ordinaire. Il doit avoir dans sa tête un peu plus qu'un citoyen ordinaire. Lorsque vous avez le même QI que le citoyen ordinaire, vous n'êtes pas quelqu'un qu'il faut pour les tâches du président. On n'est pas président parce qu'on est un homme ordinaire. On est président parce qu'on peut voir un peu plus loin que les autres concitoyens. Alors, l'idéal pour vous, Madame Noviekou, c'est que Crespin Mbendjulé vise tout le gouvernement. En fait, c'est une responsabilité partagée. Parce que vous ne pouvez pas dire à un ministre qu'il n'a pas pu arrêter l'Assemblée des prix. Ce n'est pas lui seul, c'est un ensemble. Et comme Luc l'a dit, ils auraient dû trouver ensemble la solution. Justement parce qu'apparemment, ils ont la solution, puisque le Premier ministre dit que bientôt, il va essayer de régler. Ça veut dire qu'en fait, ils avaient la solution, mais ils ont voulu juste éjecter quelqu'un pour après se faire bonne image. Puisque dans les propos aussi, quelque part, ils ont dit que ils veulent, le peuple, comment on dit ça, le peuple verra qu'ils sont... Enfin, je paraphrase, je n'ai pas toute la phrase en tête, mais genre, le peuple verra que, ben oui, ce gouvernement est là pour eux, mais en fait... ils sont toujours dans la démocratie. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la formule utilisée, c'est un format qui est encouragé s'il y a des problèmes. Mais là, c'est trop fort. C'est dire que c'est trop poussé, en fait. Parce que la personne, d'abord, il n'a pas encore même fait 1 an au poste de ministre. Ça, c'est un. Deuxièmement, je l'ai dit, il était conseiller dans ce ministère. Même ministère. Et ce qu'on lui reproche, c'est en fait, il était conseiller justement sur des trucs comme ça. Il donnait des idées. Et on n'a pas vu qu'il était incompétent. Et c'est maintenant qu'on trouve qu'il est incompétent. Et c'est un autre député qui vient de le dire avec des mots un peu, c'est pas collégial. Et là, c'est une responsabilité partagée. Si on devait en fait éjecter quelqu'un, c'est tout le gouvernement en réalité, pour ne pas dire le Premier ministre en fait. Parce que c'est lui qui est en fait le responsable. Les ministres ne sont que des alliés, ils sont que des membres de son équipe. Maintenant, si c'est un peu comme tu recrutes une équipe et puis une personne n'arrive pas à tenir et puis tu l'éjectes. Il y a un temps pour éjecter aussi. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut encourager l'incompétence, non, mais c'est à la suite d'un certain nombre d'éléments que tu peux dire que mais ce qu'on lui reproche, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il ne peut pas à lui seul arrêter l'Assemblée des prix. Et quand on le dit encore, il ne faut pas aussi oublier la question de l'héritage en fait qu'on a légué à ce gouvernement. Et c'est le Congo revient de loin. Et donc, on ne peut pas espérer que tout soit d'un seul coup bien. Et là encore, ça me pose un problème. Est-ce qu'on arrive à communiquer avec la population? C'est-à-dire, il y a des défis. Il y a certaines choses, vous pouvez les faire à moyen terme, à court terme. Il y a d'autres, c'est à long terme. Mais si vous ne communiquez pas à la population et vous pensez que, en fait, on va faire comme les gens souhaitent, si vous ne communiquez pas, ils ne vont pas comprendre vos difficultés. Donc, je pense que c'est ça aussi un problème. On ne dit pas
les difficultés et on veut faire plaisir. Ça ne va pas marcher. Alors, Louis Kambako, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sana Lukonde qui va prendre des mesures urgentes pour calmer la spéculation. Il a la baguette magique. Oui, des mesures qu'il devait prendre pour anticiper. Parce que vous savez, ça dit qu'une équipe gouvernementale, c'est comme une troupe militaire dans un champ de bataille. Donc, ça dit que et souvent on dit que vous vous couvrez. Quand vous êtes sur un champ de bataille, vous vous couvrez. Les ministres, ils s'épaulent toujours. C'est pourquoi dans des équipes ou bien dans des gouvernements où tout marche bien, vous pouvez, s'il y a un sujet qui fait l'actualité et qui peut-être peut faire couler toute l'équipe, tous les ministres parlent toujours d'une même voix. Même si le problème, si ça concerne par exemple le ministre de l'Éducation, vous interviewez le ministre de la Culture, il vous dira la même chose. Vous interviewez le ministre des Sports, il vous dira également la même chose. Ça veut dire qu'il y a un travail de langage qui a été fait, il y a des éléments de langage qui ont été donnés au ministre, que dès que vous serez sur les médias ou dès que vous serez sur les réseaux, voilà ce que vous allez dire, Parce que ça coule, si la BAC ça coule pour tout le monde. Et encore que, avant que le gouvernement ne prenne fonction, le Premier ministre a été devant les députés. Donc c'est lui qui a présenté aux députés sa feuille de route. Et donc, si quelque part ça ne va pas, c'est vrai que les députés ont bien fait d'indexer rapidement le ministre en question et de l'interpeller. Mais si ça ne va pas, c'est-à-dire que le ministre de l'économie, c'est un portefeuille, c'est-à-dire que c'est un ministre clé, c'est un poste clé, quoi. On ne peut pas tout de suite imputer la responsabilité au premier responsable. Parce que là, c'est 1 franc ne sort pas de la caisse s'il n'a pas reçu l'autorisation ou bien s'il n'a pas reçu le cutus de celui-là qu'il a mis là-bas. Donc, à un moment donné, si les députés pensent que la vie devient chère et que les prix ont flambé sur les marchés, en réalité, le premier responsable à interpeller, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui doit être interpellé par ces députés-là. Et le Premier ministre en venant, il va peut-être dire, mon ministre, viens avec moi, c'est ton portefeuille, c'est toi qui maîtrises le secteur plus que moi. Maintenant, allez tout juste escamoter ou bien aller tout juste brûler les étapes et aller attaquer le ministre, je pense que c'est trop osé. C'est pour cela, je dis, on revient que c'est aussi une velléité, c'est aussi une volonté de Tshisekedi en fait de vouloir faire passer ce monsieur-là derrière le rideau et d'être en pole position pour les prochaines élections congolaises. Visiblement, Chris Ega, la panacée pour le Premier ministre, c'est de favoriser la production locale. Comment il va faire le boulot? Écoutez, promouvoir la production locale, je crois que tient d'une réforme structurelle. Et les réformes structurelles, ce n'est pas des décisions qu'on prend au pif. C'est un travail qu'il faut faire sur la durée. Ce n'est pas quand il y a une crise, vous venez à la télé pour dire que ben voilà, nous avons du pétrole et on va commencer. C'est un exemple que je donne. Parce que cela est bien arrivé. En phase des crises, les gens sont parfois inventifs, mais souvent ils sont plutôt gauche. Et c'est ce qui, je crois, arrive à celui-là. Parce qu'une réforme pour promouvoir le local, c'est aujourd'hui une évidence pour tous les pays africains. Ce n'est pas une trouvaille, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas... personne ne nous dira aujourd'hui que ben voilà, je viens de trouver ceci pour régler tous les problèmes. En principe, ça devrait être un réflexe que lorsque vous ouvrez votre marché à la pénétration étrangère, lorsque vous ouvrez votre marché, quand on dit l'Organisation mondiale du commerce qui prône le libre-échange. On ne peut pas prôner le libre-échange entre l'Occident et l'Afrique. Parce que nous n'avons pas le temps d'asseoir notre économie, nous n'avons pas le temps d'asseoir nos outils de production et on dit qu'on veut faire concurrence avec, alors que nous exportons, dans le système d'exportation, l'Afrique est présente par exemple à hauteur d'1% seulement. Vous voulez faire. Donc ce qu'on vient de dire là en RDC, je ne crois pas que ce soit une panacée pour calmer la crise, parce qu'on aurait dû déjà commencer par là. Tous les gouvernements, tous les présidents qui sont succédés doivent se dire que ben voilà, si la RDC est riche de son sous-sol, lorsque vous ne transformez pas, vous n'avez pas de la valeur ajoutée. Lorsque vous n'incitez pas les gens à aller à la transformation, vous n'avez rien trouvé d'exceptionnel. Et que cela arrive maintenant,
il vaut mieux tard que jamais, mais on ne peut pas faire au jeu la politique avec ça. C'est pas avec ça qu'on fera les prochaines campagnes électorales. Sinon, ils sont venus trop tard dans un monde trop vieux. Même au Togo, on dit aujourd'hui qu'on cherche des investisseurs pour produire et transformer ici. Et je crois que ce n'est plus un outil aujourd'hui qu'on peut mettre en avant pour séduire un électorat. Donc, je ne leur trouve pas des circonstances atténuantes pour que la crise se calme du côté de la société. Mais j'ai dit, ils ont pris du retard, mais qu'ils le disent aujourd'hui, il vaudrait mieux qu'ils s'y mettent, il vaudrait mieux qu'ils soient dans l'action que dans les déclarations du genre qui ne changent pratiquement rien. Comment favoriser, selon vous, Madame Noviekou, la production locale pour faire face à cette situation? Alors la production locale aujourd'hui, ouais, on sait que c'est, je dirais, disons une opportunité pour quand même relever un certain nombre de défis. Alors c'est un processus, ça ne se décrète pas. Il faut tout un ensemble pour pouvoir arriver à atteindre un certain nombre d'objectifs en sachant que nous sommes déjà en retard. Et donc, c'est clair que c'est une évidence. La production locale aujourd'hui est nécessaire, c'est incontournable, mais il faudrait qu'on ait à l'idée que c'est tout un processus et qui a besoin du temps, qui a besoin des ressources aussi, parce qu'on ne fait pas de la production locale de façon rudimentaire, c'est pas de ça que nous parlons. De la production locale de taille, c'est-à-dire à l'échelle, pas juste les petites transformations, parce que là encore, quand nous disons aujourd'hui production locale, oui, chacun essaie de faire quelque chose, mais est-ce que véritablement ça a de l'impact sur l'économie nationale? Donc c'est là qu'il faut peut-être se poser en fait les bonnes questions. Comment nous arrivons à asseoir je dirais une économie locale qui s'adosse sur la production locale avec les leviers endogènes et non exogènes et essaie quand même de satisfaire d'abord la demande à l'interne et maintenant d'aller vers l'extérieur. Et donc si on ne fait pas un certain nombre d'analyses et si on est pressé, je ne pense pas qu'on pourra arriver. Donc aujourd'hui, c'est une évidence que la production locale est une nécessité, mais il faut y travailler et il faut avoir en fait de la conviction dessus. Parce que des fois aussi, j'ai l'impression que les gens font des déclarations, oui, pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir aux gens, mais est-ce qu'au fond, on y a travaillé? Est-ce qu'on a mis la stratégie nécessaire? Parce que quand on dit production locale, c'est aussi une stratégie de communication. C'est une stratégie aussi à ce que les citoyens puissent s'approprier la chose. Parce qu'il n'y a pas de production locale si les citoyens ne sont pas dans une logique participative. Et donc, in fine, c'est un ensemble de choses et qui demandent quand même un minimum pour que ça puisse porter. Donc, c'est aujourd'hui nécessaire, mais il faut prendre le temps de bâtir cela. Donc, c'est comme ça que je le vois. C'est clair que si on y réussit, ça va beaucoup aider. Parce qu'en fait, l'exportation, c'est ça, non? L'importation, c'est ça? L'importation nous coûte plus. Donc, si on réussit la production locale, c'est clair que beaucoup de choses seront réglées et on aura des manques à gagner et les investir en autre chose. On marque la pause pour le journal et on vous retrouve Chris Ega, lui, Kabako et Madame Dado Nora Noviekou.